Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Pigaut de l'agence We Are WP. Il va nous parler de WordPress, bien sûr, de sécurité et des bonnes pratiques de WordPress. Regardez. Bonjour Thierry. Salut Licia. Comment tu vas depuis le temps? Bien et toi? Ouais, moi ça va. Je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui pour cette petite entrevue où je vais te poser plein de questions sur ton parcours parce que je pense que ça va donner des idées à certains lecteurs de la Webeuse. Donc d'abord Thierry, est-ce que tu pourrais te présenter? Thierry Pigaut, la quarantaine passée, sudiste et exilé dans le Nord depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et je fais des sites internet, comme dirait mon fils. Ok, donc en gros, c'est ce qui te demande le plus de temps, enfin tous les jours, ce sont les sites internet. C'est ça ta priorité? Mon activité, donc moi je suis fondateur de deux structures, une agence web qui s'appelle We Are WP, Oui. où on fait principalement de la création de sites sur WordPress. On fait que du WordPress, création de sites, puis tout ce qui tourne autour des sites, la maintenance ou autre, mais à destination des entreprises, PME, TPE, ONG, des collectivités, l'État, enfin voilà, il y a plusieurs typologies de clients. Ok. Et en parallèle, on a une autre structure qui s'appelle WP Assistance qui fait de la maintenance, support et hébergement de sites WordPress. On fait pas de création, mais on est plus une équipe dédiée à tout ce qui va être l'après-vente en fait des sites qu'on aurait créés ou qui auraient été créés par des tiers. Super. Donc là, pendant que tu parlais, j'ai partagé justement tes deux sites, donc WP Assistance et We Are WP. Donc ces sites-là, c'est le cœur de ton travail quotidien depuis quelques années déjà, puisque moi c'est comme ça que j'étais connue. Enfin moi j'étais connue donc on s'est rencontrés sur un premier WordCamp à Paris je crois, et après on s'est revus plusieurs fois à Marseille, à Paris. Donc tu as été aussi comment on appelle ça, conférencier lors de plusieurs WordCamp? Oui, on a eu l'occasion de se croiser plusieurs fois. Après, la communauté WordPress, parce que du coup, en parallèle, je suis aussi, j'ai repris il y a quelques années un groupe Meetup en fait WordPress sur la région parisienne qui était abandonné. Donc, on a repris ça avec Grégoire et Aymat. Donc, on a essayé de structurer, dynamiser la communauté des utilisateurs de WordPress sur l'Île-de-France et principalement sur Paris. Et donc, du coup, on a créé le groupe Meetup qu'on a animé. Il y a les WordCamp aussi on a pris le relais de l'association VPFR en fait, ou en tout cas les gens de l'équipe de Meetup Paris et de l'association WP Paris qu'on a créé derrière ont pris le relais de l'organisation des WordCamp, donc les gros événements WordPress sur la région parisienne. Ouais. Et du coup, ça a permis de croiser d'autres communautés, dont celle du sud dont tu fais partie, sur Aix, Marseille, Nice, etc. Et puis d'autres sur Nantes ou autre. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements autour de WordPress. Oui. Et il y avait toujours une occasion de se rencontrer. Et là, c'est un peu moins vrai. Voilà. Alors, sachant que vous aviez bien dynamisé le Meetup Paris, WordPress Paris, puisque j'avais vu, avant qu'il y ait le Covid, qu'il y avait quand même pas mal de rendez-vous et très intéressants, bien structurés. J'avais vu, quand vous faisiez les annonces des Meetup, chaque fois, il y avait beaucoup de personnes. C'est aussi peut-être l'avantage d'une grande ville comme Paris, je suppose. Parce qu'à chaque rencontre Meetup, vous étiez bien une cinquantaine, non, il me semble? Alors, c'était à la fois satisfaisant et très décevant, parce que quand on a repris ça, on s'est dit dans quel merdier on va se mettre, pour parler poliment. Parce que quand on voit l'Île-de-France, parce qu'on se voulait en plus sur toute l'Île-de-France, et pas que centré sur Paris, parce que moi étant extérieur à Paris, plutôt dans les Yvelines, donc
Voilà, ça serait idiot de faire un truc purement parisien, quoi. Donc, vu le nombre de freelances, vu le nombre d'agences qu'il y a sur Paris, on se dit, mais ça va être un raz-de-marée, on va rien gérer. Et en fait, pas tant que ça, quoi. Pas tant que ça. On se rend compte que le Meetup, le groupe, on est 1600, un truc comme ça, inscrits. Ouais. Quand on fait un Meetup, donc en fait, on s'est beaucoup cherché sur le format. Alors, on D'accord. a fait souvent au début un mode plus bar camp, on faisait ça dans un bar, on mangeait 2 frites, on buvait une bière, on discutait, enfin c'était un peu discussion ouverte et assez sympa. Mais il est arrivé rapidement le besoin, et surtout parce qu'on avait créé l'association WP Paris à côté pour, on va dire, juridiquement un peu encadrer les événements et tout ça. Qui dit association dit des membres, et qui dit des membres dit avoir un besoin particulier d'interaction. Et donc du coup, on est parti un peu plus sur un format atelier, conférence, mini-conférence, avec des partenaires comme Malte ou la Fondation Mozilla qui nous a hébergés plusieurs fois pour accueillir les événements. D'accord. Et là, on était entre 100, on a vite verrouillé un peu le nombre d'inscrits, mais il y a toujours un tiers qui vient jamais, en fait, des inscrits. Donc on se retrouvait sur les événements entre 30 et 70 personnes. Voilà. Et oui. Oui, ça c'est le souci des meet-ups, c'est les gens s'inscrivent vu que c'est gratuit et ils prennent la place à d'autres personnes des fois parce qu'il y a des fois des places limitées et ils préviennent pas, ils viennent pas. Nous à Marseille c'est la même chose. Généralement on a 50-60 inscrits, on est 10 quoi. Ou 15. Ouais, puis après pour la petite anecdote, on a essayé de faire des meet-ups en dehors de Paris, donc sur Versailles ou autre, et là 15 inscrits, et puis en fait on était 3, et dans les 3 j'étais moi et ma femme, quoi, tu vois, donc ça m'a permis de découvrir Ludovic et Lionel que j'ai découvert ce jour-là. Mais donc on se rend compte que c'est toute la difficulté, c'est que soit c'est un problème de communication, les gens ne voient, on n'arrive pas à les atteindre et à montrer que l'événement existe, soit il y a pas d'intérêt en fait pour ça. Et donc c'est vrai que quand on fait des sujets hyper racoleurs comme le référencement ou la sécurité, des choses un peu, là ça fonctionne hyper bien, on a un guichet fermé. Quand on va faire sur l'accessibilité ou des choses un petit peu plus exotiques, on sent que ils sont moins concernés. Et alors justement, toi, est-ce qu'on peut dire, parce que moi je te connais sous diverses facettes, est-ce qu'on peut dire que tu es expert SEO, expert sécurité, expert accessibilité? En fait, tu as un peu toutes les casquettes, on peut dire. Moi, on va dire que, pour reprendre un terme que j'aime pas, on va dire que je suis full stack, en fait. Ouais, d'accord. Et en fait, c'est la grosse difficulté quand on arrive dans une communauté comme la communauté WordPress, c'est qu'on se rend compte que pour exister dans cette communauté-là, et encore plus dans un contexte business, parce qu'il ne faut pas se cacher que la plupart sont là quand même pour faire de l'argent, et moi le premier, toi aussi, on est là pour vivre, manger à la fin du mois, quoi. Il faut découvrir son fameux super pouvoir. On a entendu ça 1000 fois, il faut découvrir un peu dans quoi on est différent des autres. Donc certains sont spécialisés sur le référencement, d'autres sur la sécurité, d'autres sur l'accessibilité, voilà. Mais il y a plein de personnes pour qui il n'y a pas de réelle expertise finalement, en dire voilà, je suis bon, je suis peut-être même très bon, mais de là à dire qu'on est un expert, alors est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur, ou on peut discuter de ça pendant 10 heures, mais il y a un besoin de différencier. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le parti de gérer la communauté. Dire voilà, je ne vais pas exister dans la communauté comme étant un expert dans un domaine particulier, mais plus en disant voilà, je vais essayer de fédérer des gens et faire du transfert de compétences, d'essayer de trouver chez chaque personne une compétence, même s'il n'est pas forcément l'expert reconnu du domaine, mais chacun a des compétences sur un outil, sur une techno, sur une méthode de travail, etc. Et ça, par exemple, depuis le confinement, on le met en place avec l'association VP Paris. Alors un peu moins, entre les deux confinements, on a un peu perdu le fil, et là on le recommence un peu. Mais toutes les semaines, on fait un atelier d'1 heure à 3 heures, parce que souvent on discute un peu trop à la fin, mais où quelqu'un présente une méthode, un outil, un plugin, une extension. En visio En visio Ouais, on fait ça en visio, et et donc du coup, chacun partage son expérience et son expertise aux autres, et c'est vachement intéressant. Donc on a des discussions ouvertes, tout ça. Voilà. Donc moi, à titre personnel, je veux dire, du fait de faire énormément de support
et de Ouais. maintenance. Ça m'a amené avec les personnes avec qui on travaille en fait à développer plusieurs casquettes. C'est que tu te rends compte qu'un site internet, c'est très bien représenté dans ton livre en fait. Ouais. C'est que c'est pas juste tu mets un outil, tu l'installes. C'est il y a un aspect design, un aspect ergonomie, un aspect performance, un aspect fonctionnel, et puis voilà, et tout ça doit tourner. Et donc du coup, tu te rends compte que tu dois t'appuyer en interne sur des gens qui ont des compétences pointues. Et puis après, au-dessus, tu dois quand même toi-même avoir multiples compétences pour comprendre le besoin du client, le formaliser, l'expliquer aux autres, le mettre en œuvre. Voilà, donc ça Oui. suppose d'avoir des compétences en référencement, en développement, en design, en Eh oui. ergonomie. Voilà. Ben oui. C'est bien aussi d'avoir un petit, comment on appelle ça, une béquille sur laquelle compter, comme des agents, comme ton agence. C'est un business qui est hyper concurrentiel parce que tout le monde, en fait, dans tout business, il y a le one shot, on dirait tu fais une prestation de faire un site, etc. Et après, tu as toujours d'avoir du récurrent Eh oui. pour t'alimenter, voilà, et diversifier un peu tes activités et autres. Et sur ce segment-là, je veux dire, il y a un peu à boire et à manger au niveau des prestataires, Ouais. dont certains qui n'ont pas trop de scrupules, Ouais. malheureusement, mais bon, ça, c'est la loi du marché. Et ce segment-là, voilà. Donc, d'où il y a une demande énorme comme tu dis, d'avoir des experts sur qui s'appuyer en cas de difficulté. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait notre renommée, c'est que voilà, les gens, moi je me compare toujours à un garagiste. Les gens arrivent en disant ma voiture fait gling gling, et puis il faut trouver la panne et Eh la oui. réparer. Quoi. Et on est capable de faire ça et de savoir où chercher, comment chercher, et dans des délais, et dans des budgets corrects. T'as toujours été dans le web? J'ai travaillé beaucoup dans le domaine de l'eau. Et ça, c'était dans les années début des années 2000, donc enfin 99-2000. D'accord. Et c'était le tout début du web en fait. Ouais. Et arrivé dans les entreprises, le besoin d'avoir des. Moi, je travaillais avec des entreprises qui étaient à l'autre bout de la France. Tu vois, il fallait mettre en place des outils ou des moyens pour communiquer avec des clients et pas avoir à se taper 3 heures de bagnole pour livrer un dossier. Eh oui. Tu vois, dire tu peux déposer un PDF et le télécharger, alors que les boîtes mail, tu étais limité à quelques kilo-octets de pièces jointes. D'accord. Quand tu avais la chance d'avoir une boîte mail. Ouais. C'était un peu. Et donc, du coup, C'est j'ai un autre découvert temps. le web comme ça. D'abord, c'est du web, on va dire plus IHM, enfin interface homme-machine, donc créer des interfaces, des outils, plus que des sites web en fait, même si finalement ça reste un site web, et on va dire plus des outils que des outils techniques, plus que des outils de communication, on va dire. D'accord. Puis après en agence web, en agence de com, puis après en auto-entreprise. Et puis après, chef d'entreprise. D'accord. Donc, tu as commencé avec le statut de micro. Alors, tu as commencé ta carrière d'indépendant avec le statut de micro-entreprise. Ouais, d'auto-entreprise. Maintenant, c'est micro-entrepreneur, voilà. Mais ouais, à l'époque. Et donc, c'était pour vendre des sites WordPress. Ouais, c'est ça. C'était, enfin, vendre des sites. J'avais découvert WordPress. Alors. En agence web en fait. D'accord. Au début, on travaillait quand j'étais en agence web sur un outil propriétaire qui était une catastrophe parce que les flux RSS existaient depuis 3 ans, que nous on les avait toujours pas mis en place. Enfin, il y avait un travail de recherche et développement. Et quand j'étais allé voir mon patron pour lui présenter WordPress, il m'avait dit l'open source ça marchera jamais, c'est un truc. Et on se rend compte qu'aujourd'hui tout tourne autour de l'open source. Et oui, donc c'était donc après 2003. Puisque WordPress, si je dis j'ai commencé vraiment à travailler à fond sur WordPress en 2005. Donc c'était le début de WordPress en fait. Ouais, alors je sais plus quelle version c'était, mais ouais, c'était. J'ai connu les toutes premières interfaces. Et après les premiers WordCamp, qui étaient aussi des barcamps même à l'époque. Ouais. Donc, sur Paris, et donc voilà les premiers événements, des gens derrière, dire ouais, finalement c'est un projet qui est intéressant. Comme tout le monde, ça tu pourrais interroger tout le monde, mais comme tout le monde, j'ai testé différents outils, CMS et autres, et c'était celui qui était le plus intuitif, et c'est celui enfin je pense du coup qui a fait sa renommée et qui fait que ce qu'il est aujourd'hui, c'est que c'est sa facilité d'utilisation. Et oui. Qui a fait que voilà. Après c'est pas celui qui est peut-être le mieux codé, etc. Mais on va dire que en termes de prise en main d'expérience utilisateur,
c'était enfin, c'est toujours le plus adapté. D'accord. Et en plus, il évolue chaque année, beaucoup. Et donc, qu'est-ce que tu penses de son évolution de ces derniers mois, du coup? On parle toujours de Moi, je suis WordPress. très mitigé Mmh. sur cet aspect-là parce que on a beaucoup milité, même si ça va, enfin, militer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on a beaucoup mis l'accent dans tous les événements, les podcasts qu'on faisait, etc., pour dire que WordPress était un CMS, donc un outil qui permet de gérer du contenu, en Ouais. fait, au même titre que ses concurrents, beaucoup plus efficaces, comme Drupal, par exemple, qui est plus tourné vers les grosses entreprises, les grosses structures. On va dire, voilà, c'est des outils qui permettent d'interagir entre l'utilisateur et la base de données, voilà, pour gérer du contenu. Mais Drupal, par exemple, a une renommée plus métier, plus professionnel, plus, on va dire, d'un point de vue technique, plus rigoureux. Là où WordPress est un peu plus permissif, on peut faire coder n'importe comment finalement et arriver au même résultat. Là où sur Drupal, il faut être un peu plus rigoureux. Donc, qui dit plus rigoureux, c'est-à-dire qu'il faut des développeurs plus qualifiés. Plus qualifiés, ça veut dire plus cher, et plus cher, ça veut dire vendu plus cher. Voilà. Et donc WordPress, on s'est battu pendant longtemps pour défendre ce statut de CMS, pour dire non, on peut pas faire, c'est pas que du blog, on peut faire des trucs poussés, voilà. Et le sentiment que j'ai depuis quelque temps, c'est que on va de plus en plus vers un mode de Lego de WordPress, d'infantilisation un peu de l'utilisateur, dans le sens où on a une hyper assistance en fait qui fait que à terme, voilà, on risque de perdre ce côté CMS et revenir à un truc, on va dire ouais, finalement c'est un truc, on empile les extensions et puis voilà, et puis ça reste un truc mal codé, voilà, et tous les griefs qu'on peut avoir. D'accord. Donc, tu connais pas l'avenir, là, t'as pas de vision de l'avenir de... La vision, non, je n'ai pas de vision, puis je ne me permettrai pas je donne mon ressenti, mais je pense qu'il y a eu, comme malgré tout, un clivage, en tout cas dans la communauté professionnelle des utilisateurs de WordPress, flagrant. Depuis l'arrivée de Gutenberg, le nouvel éditeur, ça a quand même énormément clivé la communauté. L'idée, c'est pas forcément de débattre si c'est un bon outil ou mauvais outil, enfin voilà, parce qu'il y a plein de bonnes raisons ou mauvaises raisons de ne pas l'utiliser. Mais il y a eu un clivage qui fait que la manière dont ça a été amené, la mauvaise foi à laquelle ça a été amené, a fait que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas retrouvées en fait dans ce projet-là. Et moi, ce que je prédis depuis quelques années, et enfin voilà, prédire, c'est peut-être un grand mot, mais ce que je sens en fait arriver, c'est que il risque d'y avoir une bulle WordPress en fait à un moment donné qui va éclater. Parce que voilà, donc je pense que sur la partie professionnelle, il y a beaucoup de changements. Et voilà, et on essaye aussi de faire de WordPress, justement, on va aborder ça le dernier atelier avec Paris, là, on essaye de faire de WordPress une techno moderne, un outil moderne, donc de mettre du React ou des choses comme ça, des langages modernes parce que c'est un peu à la mode et qu'il faut faire, voilà, sur un dinosaure en fait. Parce que ce qui a fait la force de WordPress, c'est sa rétrocompatibilité, c'est de faire en sorte d'avoir un code qui fasse que ça tienne sur la longueur et que on casse pas tout quand on fait des mises à jour, etc. Donc ça, c'est toujours le cas. Mais forcément, ça veut dire que dans le code, on embarque des trucs qui datent de Mathusalem. Alors même si au fur et à mesure, c'est un petit peu réécrit, corrigé, etc. Si on voulait faire un outil vraiment moderne, comme il s'entend voilà, aujourd'hui, il faudrait carrément le tout réécrire, quoi. Et donc du coup, je trouve que c'est un peu pervertir ce qu'a été WordPress, et je pense que c'est un peu aussi en partie pour ça que les professionnels s'y retrouvent. D'accord. Donc selon toi, peut-être qu'il y aurait la place pour un nouveau CMS, il y aurait une place à prendre pour un nouveau CMS à l'avenir? Je crois que c'est possible. Je pense pas, mais je pense que en fait, on est un peu noyé sous les chiffres. WordPress, je ne sais plus les dernières stats, mais ils doivent être 37 ou 38%. C'est 39,1, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est un truc monstrueux.
Le challenge, enfin, celui qui arrive derrière, ça va être Joomla, je crois, à 2 ou 3%, dans le Ouais. genre, quoi. Donc on dit, bon, voilà, c'est un rouleau compresseur qui écrase tout. Voilà. Sauf que ce qu'on n'a pas vraiment, c'est la part de WordPress.com dans ce qu'on appelle WordPress. Ah, Et ça, je serais intéressé d'avoir la part de WordPress.com dans ce qui est WordPress, parce que ça permettrait de mettre en perspective les parts de marché face à ses concurrents, Squarespace, Wix, etc. Et si on dit que la part de WordPress.com, c'est 8% de WordPress global, oui, quand tu as des concurrents en face qui font peut-être que 3%, mais qui chaque année gagnent des parts de marché, tu comprends un peu mieux le côté stratégique d'avoir des outils plus Madame Michu, entre guillemets, c'est-à-dire où les utilisateurs sont hyper assistés, parce que ça correspond à ce que les gens cherchent sur d'autres outils. Et est-ce que c'est parce que ces gens cherchent ça qu'il faut aller sur ce créneau-là? Ça mériterait un vrai débat. Tu vois ce que je veux dire? C'est, donc voilà. Après, de là à dire qu'il y a un autre CMS, je pense pas. Il y en a déjà suffisamment sur le marché, donc en créer un nouveau, je vois pas l'intérêt. Par contre, on voit émerger des solutions type Strapi ou autre pour faire ce qu'on appelle le headless CMS. En fait, en gros, c'est de décorréler le front du back, d'avoir des outils finalement sur lesquels on a un gestionnaire de contenu et dessus on peut mettre un front site web, un front applicatif avec une application mobile, un front terminal sur un écran dans un hall ou je sais pas quoi. Ce qu'on peut faire en partie avec la REST API de WordPress, pas toujours très facilement. On voit émerger Strapi qui se veut le WordPress killer du moment, qui a levé je sais pas combien de millions pour sa solution. Mais voilà, ça reste un cas d'application hyper spécifique et particulier qui fait que quand quelqu'un qui va vouloir gérer sa chambre d'hôte au fin fond du Larzac, Strapi, c'est pas pour lui, quoi. Voilà. Oui, voilà, ça demande une certaine technique à maîtriser quand même, ce que tu es en train de dire. Alors que WordPress, ça reste quand même accessible. Mais pour en venir à ton livre, par exemple, il aborde très bien cet aspect un peu utilisateur débutant, médium, en fait, qui veut découvrir la solution et qui ne sait pas forcément comment s'y prendre et comment aborder ça. Parce que WordPress, finalement, déjà, on ne sait pas comment l'installer. Alors maintenant, on a des hébergeurs qui proposent de faire ça en un clic, on prend son hébergement. Mais bon, ça suppose de savoir ce qu'est un hébergement, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un nom de domaine, comment ça fonctionne. Donc voilà, et donc l'avantage quand même de WordPress, c'est qu'il y a pléthore de sites internet, d'articles, de bouquins, etc. sur le sujet. Donc en fait, c'est très abordable en fait pour quelqu'un qui veut débuter. Et oui. Et ton livre, il a au moins le mérite d'aborder tous ces aspects-là. Et là, je te pose pas dans le sens du poil parce qu'on est copains, etc. Mais c'est objectif, quoi, et que ça a l'avantage de brosser tous les aspects qui touchent le web. Même si certains, je pense que dès qu'on va partir sur de l'analytique, sur des choses comme ça, je pense que Madame Michu, ça la dépasse un peu. Mais en tout cas, d'avoir un peu tous les aspects. Et puis, pas plus tard que hier, j'ai quelqu'un qui nous a contacté en disant « Oui, je vous déconseille pour monter un site web. » Aujourd'hui, je pense que c'est sur le marché le bouquin le plus complet parce que, justement, il ne rentre pas dans la technique. Ouais. De temps en temps, il y a un petit bout de code par-ci par-là, mais finalement, il est dans la lignée de ce que propose WordPress en mode dit Lego, en fait, où on empile les solutions. Voilà, donc ça, c'est plutôt intéressant. Oui, d'ailleurs, je dis dans mon livre plusieurs fois, je dis avec WordPress, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas seul. Et oui, parce qu'en choisissant un CMS qui est très utilisé, il y aura toujours moyen de trouver une solution, soit un freelance, voilà, soit un tuto, un article, un conseil. Donc c'est vrai que au moins ça a cet avantage. On se sent pas un petit peu tout seul derrière une techno que personne connaît. Mais moi je voudrais juste revenir. T'as dit que t'as commencé en micro-entreprise, que maintenant t'es chef d'entreprise. Donc ça veut dire quoi en fait? T'as commencé, on peut dire que t'étais freelance. Donc maintenant ça veut dire que tu te considères plus comme un freelance. Est-ce que c'est quoi la barrière qui dit qu'on n'est plus freelance, on est chef d'entreprise selon toi? Est-ce que c'est quand on commence à employer du monde, c'est ça, quand on n'est plus freelance, on est
Déjà, sur le premier critère, sur la partie auto-entreprise, Ouais, au sens auto-entreprise, hein, micro-entreprise, pas ouais, EURL ou IRL ou autre, d'accord. c'est le chiffre d'affaires. Ouais. Donc déjà, à partir du moment où tu arrives à ton plafond de chiffre d'affaires autorisé, Mhm. je pense que déjà, tu as atteint un palier. Ouais. Donc toute personne qui se lance comme freelance pour faire de la rédaction web, pour faire des sites web, pour faire du design, du maquettage, enfin, peu importe voilà. Déjà, il y a la viabilité de ton activité qui fait que à partir du moment où tu commences à venir lécher les plafonds Ouais. de 32 000 euros pour la prestation de service en auto-entreprise, déjà, c'est que tu as atteint une certaine maturité de business qui fait Mhm. que ton activité, elle est viable. Euh, mais elle n'est pas viable au sens rémunérateur du terme, parce que finalement, 32 000 euros Ouais. par an, quand tu as enlevé tes charges, C'est etc., 2000. bah, Mhm. tu ramènes ça à un salaire chargé, tu te dis, bon, bah, finalement, tu as un tout petit salaire, quoi. Ouais. Ça fait pas zef à la fin du mois. Et donc, du coup, tu es déjà, obligé de changer de statut. Donc, est-ce que être auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur au sens URL ou SARL ou SAS tout seul, en fait, c'est-à-dire finalement, Mhm. ça fait de toi un chef d'entreprise différent ou autre. Je pense que tu es déjà, à partir du moment où tu as ta propre entreprise, même si c'est une micro-entreprise, tu es un chef d'entreprise. Oui. Tu es chef de toi-même, mais voilà. Ce qui va faire la différence, et après, c'est plus en termes de structuration, d'équipe, de salariés, de sous-traitance, de co-traitance, etc. Donc, la grosse difficulté quand tu es en freelance, souvent, c'est, quand tu parles des compétences tout à l'heure, c'est que tu arrives à un moment donné à la limite de tes compétences et tu as des projets qui imposent en fait d'avoir des compétences spécifiques que tu n'as pas et tu es obligé de t'encadrer Et oui. et de t'entourer de personnes. Donc ça, soit tu travailles à plusieurs et Mhm. chacun devise et facture à son client le design, le développement, le référencement, je ne sais pas quel poste. Soit tu passes par une agence et puis tu dis bon voilà, moi je veux un site web, démerdez-vous, je vous fais un chèque à la fin du mois, mais il faut que ça fonctionne. Je veux pas savoir comment ça fonctionne. Euh, et donc là, bah, après, faut te structurer et puis embaucher les bonnes personnes, ou en tout cas t'entourer aussi des bonnes personnes. D'accord. Donc toi, c'est un petit peu comment ce que tu as fait. Tu as commencé tout seul. Après, tu as commencé à avoir des projets un peu trop gros. Tu t'es associé. Enfin, tu t'es un peu. T'as fait de la collaboration avec d'autres freelances. C'est ça un petit peu? Bah, ça a été compliqué parce que justement, qui dit client un peu gros dit la personne, elle veut pas forcément recevoir 15 devis, quoi. Ouais. Elle veut un interlocuteur et puis elle veut aussi être rassurée par rapport à la structure juridique qu'il y a derrière. Dire voilà, est-ce que quand tu vas faire construire ta maison, tu vas passer par un auto-entrepreneur tout seul Ouais. ou est-ce que tu vas passer par une société qui est là depuis 10 ans, qui a déjà fait 15 000 maisons. Voilà, Ouais. c'est Ouais. tu as le Ouais. côté, est-ce que ça sera mieux fait? Pas forcément. Ouais. Mais toi, en tant que client, tu te sens rassuré par rapport à ça. Tu as un petit peu aussi d'assurance, ne serait-ce que juste assurance Donc c'est à ce moment-là que tu crées ta paramètres. société, en Donc, fait, pour pouvoir en fait toi-même rétribuer tes. En fait, c'est toi, c'est ta société qui facture au client. Et après, par exemple, ça peut rester un freelance qui te facture et que tu lui payes sa prestation. Ça ouais, peut rester comme ça. il y a plein de manières. Bah, en micro-entreprise, tout ce que tu sors d'argent, tu le sors de ta poche. Et oui. Donc, tu Donc, achètes un ordinateur, tu vas taper dans ton PEL, ton livret A. Tu commandes de la rédaction, tu commandes, je sais pas, un design de newsletter ou genre, je sais pas hmm. quelle prestation. Tu le sors de ta poche. Et oui. Donc, à un moment donné, tu te rends compte que d'un point de vue pur business plan, business model, ça fonctionne pas, quoi. Tu le fais de temps en temps comme ça, bon, voilà. Euh, Tu peux entendre ça n'empêche pas de le facturer au client, mais c'est pas simple, en fait. C'est pas simple. Et oui. Quand tu as une structure où tu peux faire tes entrées et sorties d'argent, ben, tout de suite, c'est beaucoup plus simple parce que ça rentre dans ta comptabilité, quoi. Et oui. Voilà. Donc, toi, t'es vite passé à ce statut-là. T'as vite changé. Moi, dès la première année, déjà, j'avais commencé à atteindre le plafond Ah et oui.
la deuxième année, tu essaies de jouer un peu avec les chiffres et les factures en disant, bah, attendez, Ouais, je vais vous facturer en janvier ouais, plutôt qu'en ouais. décembre ou machin. Enfin bon, voilà. Euh, et puis à un moment donné, tu te rends compte voilà, et puis surtout, c'est que tu commences à avoir des typologies de clients. Euh, Quand tu es en auto-entreprise, t'as pas la même perception. Ça fait un peu genre le mec qui fait ça le soir en rentrant, Ouais, en plus dans le boulot, quoi. Ce qui est pas vrai, mais dans la tête des gens, c'est ça. et oui. Et, et moi, j'accompagne beaucoup de créateurs d'entreprises sur notre territoire, en fait. Et le conseil que je leur donne, c'est penser d'abord à l'image que vous voulez envoyer, en fait. Si D'accord. tu veux tester ton business, c'est la meilleure solution parce que tu sors zéro argent, tu payes Mhm. des taxes que si tu gagnes de l'argent, donc ça c'est hyper confortable. Par contre, si tu veux être vite crédible par rapport à tes clients, c'est pas le statut qu'il faut choisir. D'accord. D'accord. Donc, si tu as déjà testé ton business, tu peux directement passer à une société un peu plus structurée. Si vraiment tu sais pas trop où tu mets les pieds, finalement, la micro-entreprise, c'est bien pour débuter. Et toi, tu en as fait l'expérience. Et finalement, 1 an pour atteindre le palier, c'est déjà bien. Enfin, c'est hyper rapide. Il y en a qui mettent plus de temps. Moi-même, j'ai mis plus de temps que 1 an pour atteindre le palier de Après, la. c'est compliqué hein, parce que il faut pas compter ses heures, quoi. Ouais, Et puis la difficulté, c'est que tu vois, justement, ça fait partie d'un profil que je cherche en ce moment. Tu as toute la partie, justement, de te vendre, en fait, de vendre ton concept, et ton oui. truc. Et ça, c'est une compétence à part entière. Et à un moment donné, tu peux pas tout faire. Tu peux Mm. pas tout faire. Tu dois t'entourer de compétences parce que quand tu es en freelance, si tu dois faire ta promotion, trouver des clients, faire les devis, faire les factures et produire, tu es à 50 heures par semaine et ramener ça à ce que tu gagnes à la fin du mois, tu te dis bah, Ouais. finalement, c'est quand même un esclavage. Quoi. Par contre, c'est hyper intéressant parce que quand tu atteins ton palier, Ouais. euh, si en 3-4 mois, tu as atteint ton palier, c'est-à-dire que tu as fait ta rémunération sur l'année. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est le moment de changer de statut, parce que ça veut dire que pendant toute cette période-là, tu vas pas te rémunérer sur ta nouvelle structure. Ouais, 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 je vois. En gros, tu te dis, j'ai mon année de salaire, ou en tout cas j'ai 6 mois, 8 mois de salaire qui sont assurés, donc je vivais avec avant, donc je peux vivre après avec. Mm. Et donc, c'est-à-dire que toute prestation que tu vas facturer sur ta nouvelle structure, c'est de la trésorerie que tu engranges. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de pouvoir faire des investissements en communication, en matériel, ou juste avoir un matelas pour dire j'ai 2, 3, 4 mois de salaire sous le coude, voilà, et je peux lancer mon activité après sur cette nouvelle structure en disant voilà, je sais que s'il y a un pépin, bon, j'ai quand même Ouais. de l'argent, de la trésorerie pour le faire. Un autre aspect aussi, c'est quand tu fais de la sous-traitance, euh, tu peux payer tes sous-traitants. Oui. Et tu vas le C'est déduire de tes. Et surtout, c'est que tu les payes tout de suite. Oui. Moi, je supporte pas, et puis parce que je l'ai vécu, et toi, tu l'as peut-être vécu aussi, de te dire, bah, j'attends que mon client m'ait payé pour pouvoir vous payer. Bah, c'est Mm. pas correct. Donc, quand tu as Ouais. de la trésorerie et que tu dois travailler à plusieurs, quand ton freelance ou la personne avec qui tu as travaillé, ton collaborateur a fini sa prestation et t'envoie sa facture, bah, elle est payée, et puis c'est fou, c'est Ouais. fini. T'as pas à attendre 3 mois que ton client il est payé, et puis si jamais il ne paye pas parce que ça peut arriver, bah, tu te dis, bah, le gars derrière, ça, il est pour rien, lui. Et oui. Bon, après, c'est aussi ce qui fait aussi la relation, parce qu'il y a la relation client et la relation avec tes prestataires, qui fait aussi que après, tu as aussi une bonne réputation, parce que avoir une mauvaise relation avec ses prestataires, ça peut aussi faire de ton agence, enfin, une mauvaise note au point, parce qu'après, les gens parlent forcément. Ah, bah, Donc, moi, quand je travaillais en agence j'ai travaillé un court instant dans une agence de com sur Chartres. ouais. Quand tu appelais un freelance, est-ce que tu avais besoin à un moment donné de support, enfin de sous-traiter une partie et que tu cherchais de la ressource, etc. Quand tout le monde te Et oui. raccrochait au nez, là, je suis de l'agence machin, Free, oh, bip, bip, bip. Quand tu fais ça sur le 1, 2, 3 Ouais. et au bout du 10e, tu dis, il y a un petit souci. Oui. Et donc après, ça peut aussi transparaître ben, chez les clients, en fait. Toi, maintenant, tu crées des sites, je crois que tu as fait plus de 1000 tickets de support, tu disais l'autre jour. J'ai plus Je sais plus le compte, mais combien. on arrive, oui, là, ça commence à être
Ouais, il faut que je regarde, j'ai plus ça en tête, mais ça commence là. D'accord. Tu fais pas ça tout seul? Non, non, Non. non. Et Voilà. moi, ce que je fais, c'est que une grande partie, si, Ouais. mais surtout, en tout cas, au moins, trouver le gling-gling. Ouais. C'est la boîte D'accord. qui Et fait le après, tu gling-gling. dis, bon, ben là, j'ai trouvé, t'as quand Voilà, c'est même. là. C'est Ouais. là. C'est là et tu fais. Parce que malheureusement, Mhm. c'est quand même hyper rare des profils. Enfin, je ne jette pas des fleurs, hein, mais c'est hyper rare d'avoir quand même des gens qui maîtrisent suffisamment Ouais. pour réussir à identifier, ou en tout cas à réussir à savoir où chercher, quoi. Ouais. Tu te rends compte que malheureusement, c'est un outil qui est très populaire, tout le monde l'utilise, voilà. Mais de là à avoir une réelle expertise sur l'outil pour dire, bah, tiens, il y a un truc qui merde, Mhm. ça doit être là. Bah, c'est ce qui fait la différence entre feu vert et Noroto et le mécano de ton Ouais. chez Audi, Renault ou je sais pas qui a une réelle expertise Eh métier. oui. Ça veut pas dire que le mécano de chez feu vert il est moins bon qu'un autre, et il est peut-être un peu moins performant. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça, cette performance te permet de gérer beaucoup plus de tickets de support et du coup aussi faire plus de contents et du coup, ben, tout ça, ben, ça te ramène de nouveaux clients à chaque fois. Je me, ra- je me rappelle quand je t'avais appelé parce que j'avais un vieux site que j'avais oublié, tu te souviens? Qui avait, je me l'étais fait hacker parce que j'avais complètement oublié l'existence d'un site de test qu'un jour j'avais dû mettre il y a des années, comme quoi même les sites les plus bidons peuvent se faire hacker. Ouais, puisque c'était genre, il y avait juste bonjour tout le monde dans ce site. Je t'avais appelé au secours, Thierry, comment on fait? Donc ça, je suppose que ça doit t'arriver régulièrement. Bah, ça arrive régulièrement, et puis ce qu'on constate de plus en plus, en fait, c'est les gens qui prennent euh, on va dire, c'est la typologie de gens qui ont des business models autour de la vente de produits. Les e-books, les sites pour faire de l'affiliation, des choses D'accord. comme ça. Ils prennent un hébergement type O2Switch ou Ouais, OVH. Voilà, O2Switch, bon, il n'y a qu'une seule offre, donc voilà. ouais. Les OVH, ils vont dire, bon, ben, on prend une offre pro ou performance à 20 balles par mois et on y met 50 sites dessus, quoi. Ah ouais. Euh, Hum. et ça, on le voit de plus en plus. Le problème, c'est que quand il y a un site qui se fait poutrer, enfin qui se fait attaquer, il y a de grandes chances que ça se propage sur tout le serveur Et oui. parce que les espaces sont pas cloisonnés. Et quand la personne arrive en disant, ouais, j'ai un problème avec moi, j'ai un site Hum. qui s'est fait attaquer, donc tu regardes et puis tu regardes sur le serveur et tu me dis, finalement, il y en a 10, 15, 20, 30, Ah ouais. et tu te rends compte que tu en as les trois quarts qui sont fait pourrir, quoi. D'accord. Et ça, le problème, c'est que quand derrière, tu dois nettoyer, parce que c'est pas un site qu'il faut Et nettoyer, c'est oui. 30, quoi. Bah, ces mecs-là, ils font jamais nettoyer leur site parce que bah, en termes de temps à y passer, de budget, ils ont pas les moyens, quoi. Eh oui. Et donc se pose la question quand même je vais pas dire de la formation, de la sensibilisation de ces gens-là, c'est que derrière, il faut quand même être vigilant à ce que tu mets, il faut les mettre à jour, Eh oui. il faut surveiller tout ça, et on peut se faire aussi pirater, on le voit souvent, par des trucs qui sont pas du WordPress, quoi. Nous, on a eu plusieurs fois un prestataire qui avait mis un logiciel de cartographie sur une collectivité il y a pas longtemps, là. Ouais. Dans un sous-dossier, ils avaient mis un prestataire avait fait un truc de cartographie pour savoir où étaient les déchetteries ou je sais pas quoi du territoire. Et c'est ce script-là qui s'est fait Ah. pirater. Hum. Et de là, c'est remonté sur le WordPress. Et puis après, ça s'est baladé partout. Waouh. Alors, moi, justement, quand je donne des formations à tous mes élèves, toujours je dis c'est une base de données, un site. L'idéal, c'est d'avoir un serveur, un site. La bonne chose, c'est d'avoir à minima au moins une base par Voilà. site. Voilà. Voilà. Donc déjà, au moins, ça te permet de ne pas faire de bêtises. Après, d'un point de vue purement sécurité ou autre, l'idéal, c'est même d'avoir des environnements cloisonnés. Alors, au-dessus de Switch, ils ont un truc qu'ils appellent les lunes, par exemple, qui permettent de séparer, en fait, dans ton espace, de faire des espaces séparés, D'accord. ce qui peut être éventuellement une solution. Mais sinon, après, c'est faire carrément des containers, des espaces dédiés, en fait, pour les sites.
D'accord. Euh, Typiquement, c'est ce que nous on propose sur la partie hébergement. C'est voilà, c'est tu veux 10 sites, tu as un seul serveur avec 10 espaces dédiés dans tes sites. Tu as D'accord. 10 FTP, 10 trucs, enfin, tout est cloisonné. Mais au moins, les 10 sites partagent les ressources de la machine, mais au moins, tu es séparé. Quand tu fais ça, que tu mélanges tout, il faut imaginer une colocation, Ouais. clairement. Il y en a un qui pue des pieds, tout le monde sent l'odeur. Voilà. Bon, alors ça, c'était une très bonne comparaison. D'accord. Donc, il faut non seulement une base de données par site, mais en plus cloisonner. Donc, comment on voit que c'est cloisonné? C'est grâce aux FTP, aux identifiants FTP qui sont différents. C'est Ah ben, grâce à ça qu'on peut voir qu'ils sont cloisonnés. l'idéal, c'est que quand tu as un identifiant FTP ou SSH, Ouais. quand tu vas remonter d'un niveau, Tu peux pas aller chez l'autre. tu peux pas aller chez le voisin. C'est que D'accord. les droits que tu vas avoir sur la machine vont être dédiés à ton environnement et tu ne Ok. pourras pas te balader. Donc si tu te fais attaquer, tu ne pourras pas te balader, à moins d'avoir récupéré les super droits route du serveur, ce qui est peu probable. Pour la petite D'accord. histoire, il y a 20 ans de ça, on avait des serveurs chez Infomaniac. D'accord. Chez Infomaniac, par exemple, c'était le cas. Tu pouvais remonter, tu avais un espace, tu achetais ton hébergement chez Infomaniac, tu te connectais en SSH et tu remontais comme ça et tu pouvais aller sur les serveurs des autres. Ah ouais? Et tu pouvais te balader comme ça, aller voir leurs fichiers, les éditer et tout ça. Voilà. Bon, c'est plus le Bon, cas peut-être maintenant, que c'est plus le cas maintenant, quand même. non, mais voilà, pour te dire que la bonne pratique, c'est ça, c'est de, à la limite, pour savoir comment, si ça fonctionne, enfin, si c'est sécurisé, le moyen de le voir, c'est ça, c'est que tu puisses pas te balader. Voilà. Donc, quand tu es sur ton OVH ou ton Odo Switch ou peu importe, et que tu as mis tes 10 sites dans des sous-dossiers, chaque site a dans son dossier, etc., bon, tu penses que c'est bien. Ouais. Mais si je me connecte, je peux me balader, j'arrive sur le site A et je peux avoir la main sur parce qu'en fait les backdoors c'est ça, hein, c'est un fichier qui est installé sur le serveur et qui permet de faire des manipulations de fichiers, de bases de données, etc. Mais D'accord. si je peux me balader comme ça, remonter à la racine du serveur et aller me balader dans tous les dossiers des autres sites, eh ben là tu te fais tout pirater. D'accord. Donc, par exemple, un sous-domaine que tu mettrais dans un second dossier, euh, ça Déjà, peut. la bonne pratique, c'est de faire vraiment des sous-dossiers séparés parce que Oui. déjà, tu te trouves mieux en Ouais. termes d'organisation. Mais en termes de sécurité, si on voulait vraiment être ceinture, bretelle, parachute et tout ça, on dirait ça serait des espaces cloisonnés, étanches les uns par rapport aux autres. Ok. Plus après avoir des bonnes pratiques en termes de maintenance, de ce qu'on met sur son site, vérifier Voilà. d'où ça vient, les utilisateurs qui utilisent le site, est-ce que ton PC même il est à jour, ton antivirus et tout ça, enfin de savoir où tu te connectes, enfin voilà, il y a plein de paramètres. Eh oui. Ouais, donc on pourrait en parler encore des heures, mais c'est pas le sujet. Du coup, bah écoute, moi c'était vraiment, j'avais envie de savoir un petit peu comment tu avais débuté pour arriver à jusqu'à avoir ton agence WordPress et ton agence de maintenance aussi. Donc tu es quand même parti d'un freelance comme tous les freelances qui débutent en fait. Tu es parti comme ça et tu as progressé en quelques années. Et on va dire qu'au bout de 3 ans, c'était déjà Ouais, je pense bien. qu'au bout de 3 ans, dans mon cas, Ouais, au bout de 3 ans, c'était plus que viable. ok. Mais, Ah, mais ça passe par plein de mauvaises pratiques. Moi, quand j'ai des freelances qui viennent me voir et puis aussi, il faut voir le contexte, c'est qu'il y avait oui, à l'époque, quand tu étais il y a 10 ans, c'est pas le même marché que tu as aujourd'hui. oui, Aujourd'hui, en termes concurrence. il y a un peu tout et n'importe quoi. Ouais, Tout le monde s'improvise professionnel et voilà. Et le marché, il faut faire sa place, quoi, aussi. ouais. Mais quand à l'époque, les gens venaient me voir avec une carte de visite toute crade, tout machin, tout ça, je pense que malheureusement, ça va être peut-être méchant ce que je vais dire, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est qu'il y a des gens qui sont pas bons. Qui sont pas bons parce qu'ils savent pas se vendre, ils sont pas bons parce qu'ils sont pas bons techniquement. Donc soit il faut qu'ils se découvrent ce qui est leur super pouvoir, ce que je disais Ouais, tout à l'heure que j'aime pas trop comme truc, mais voilà, leur spécialité oui. là-dedans, c'est-à-dire que finalement ils sont plus à l'aise avec le design, avec le développement. Et nous, on intervient de plus en plus, en fait, sur ces aspects-là, où les gens viennent nous voir et on travaille un peu en sous-traitance de ces gens-là
pour te dire, voilà, eux, ils font une partie du boulot, nous, on fait l'autre. Mais finalement, ils se concentrent vraiment sur ce qu'ils font parce que tu te rends compte que c'est compliqué de faire un site web, Ouais. un site bien fait. Ça demande plein de compétences et que c'est pas juste installer un thème, theme forest ou je sais pas quoi et l'installer, le paramétrer, etc. Là, en ce moment, maintenant, on voit du Divi partout. C'est le truc à la mode. Il y a du Divi. Et tu dis, Et mais Elementor aussi. ouais, mais comment tu peux saloper? C'est salopé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il y a des mecs qui prennent un Divi, parce que tu dis, tu prends Divi de base, tu l'installes, c'est pas trop moche. Tu as des trucs déjà paramétrés, etc. Et ils t'en font des horreurs, des trucs immondes. Tu dis, mais arrêtez, c'est pas possible. Ben Donc, oui, pas tout le monde a la fibre du designer ou la fibre du site bien fait. Et c'est ce que tu es en train de dire. Tu dis, il y en a, ils sont pas faits pour l'entrepreneuriat, en fait, tout simplement. déjà, est-ce qu'ils sont faits techniquement pour ce métier-là? C'est le premier point. Et après, être entrepreneur, c'est autre chose. Parce que savoir se vendre au bon prix, être rentable, être productif. C'est autre chose. Tu vas dire, est-ce que c'est être un bon entrepreneur que de faire un site à 350 €? Ben, je sais pas. Non, mais c'est une vraie question. Tu dis, en auto-entreprise, alors tu dis quand tu fais ça, en plus de ton boulot, c'est que la journée, tu es infirmier ou je sais pas quoi. Ah oui. Non, infirmiers, ils n'ont pas de temps le soir. Mais tu dis, je fais ça en plus et je me fais 300, 700 € de plus par mois. Bon, voilà, c'est bien. J'y passe 3, 4, 5, 6 soirs pour faire un site. Bon, ben voilà. Mais quand c'est ton activité, tu te dis, c'est pas rentable, quoi, parce que voilà. Nous, on a essayé il y a quelques temps de faire des sites à 1 000 €. On sait pas faire, quoi. C'est-à-dire qu'on veut livrer un truc de trop bonne qualité et tu peux pas faire ça dans un budget comme ça. On sait pas faire. Bon, ben écoute, merci beaucoup, Thierry. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Tu as lu mon livre ou pas? Oui. Je l'ai lu. Alors, sur certains passages, j'ai survolé parce que tu connaissais. Je connaissais, etc. Ce que je pourrais dire du livre, voilà, pour ceux qui le... Elle te plaît, la couleur? Non, mais déjà, j'étais impressionné par Enfin, pour les photos, tu as pris quand même le temps d'entourer les trucs, de mettre des petites pastilles. C'est un gros boulot. Enfin, déjà, félicitations pour ça. Merci. Et ce que je trouvais intéressant sur ce livre, c'était que finalement, ça abordait tous les aspects tout ce qu'on doit connaître quand on va faire un site web. C'est déjà savoir où le mettre sur l'hébergement, comment trouver un nom de domaine, etc. Comment mettre son site WordPress en place, mettre un thème, les extensions, si je veux faire du multilangue, les questions que tout le monde se pose. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et c'est un livre, enfin c'est pas une critique, hein, mais c'est un livre qui va avec le côté Lego de WordPress. C'est qu'en gros, là, hier ou avant-hier, on a eu une personne qui me dit, voilà, je voudrais savoir comment mettre en place mon site. J'ai dit, bah, allez là-dessus, prenez-le. Non, mais il y a tout. Enfin, je veux dire, je vais pas passer 2 heures à vous écrire un mail, comment faire un site. Ah oui. Vous allez là, vous l'achetez, ça vous coûte 30 €. Dans un mail, tu peux pas, quoi. Non, mais voilà, enfin, non, mais j'ai pas le temps, j'ai autre chose à foutre, donc soit vous avez le budget, on fait un site, soit vous vous débrouillez. Mais le truc, c'est que souvent, il y en avait un autre que je sais plus, je crois que je l'ai donné. En fait, à l'époque, je le donnais quand je faisais des formations. Je le donnais comme support de cours, mais qui était un peu plus technique, en fait, dans l'approche. Là, l'avantage, c'est que c'est un peu... démocratisé. C'est plus démo, c'est pratique. Et je dis, il y a tous les aspects, donc ça c'est plutôt intéressant, même si je pense qu'il y a des moments où la plupart des gens vont pas forcément aller jusqu'à aller sur la partie peut-être analytics. Peut-être ça c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, quoi. Voilà. Après, c'est clair que quelqu'un qui fait des sites depuis 5 ans, je suis pas sûr qu'il soit intéressé par la totalité du livre. Même si je le disais tout à l'heure, je pense on a toujours à apprendre quelque chose, et surtout de quelqu'un, parce que chacun a sa méthode, sa vision, ses outils, ses pratiques, etc. Et c'est pour ça que c'est les barcamps, les meet-up, ça a du succès, parce que chacun partage un peu ses expériences, et on est confronté aux autres, et du coup on dit, ah bah tiens, lui il fait comme ça, j'ai pas pensé. Nous, ce qu'on fait régulièrement dans nos ateliers, par contre, c'est on fait un peu des battles de code. C'est qu'on dit, bah voilà, la dernière fois on a fait un truc sur les recettes de cuisine. Il faut développer un truc pour une recette de cuisine, pour changer. La recette de cuisine doit être pour 4 personnes, et on doit pouvoir dire, bah, je veux pour 2 personnes,
personnes, pour 6, pour 7, et tout Génial. doit s'adapter, les ingrédients et des trucs comme ça. Ah ouais. Les trois quarts des personnes ont été dépassées par le truc parce qu'elles disent ouais, non mais moi je fais pas du développement et tout ça, mais rien que le fait de savoir qu'on peut le faire, que ça existe, ou quelqu'un qui est un peu plus avancé en termes de développement va dire ah ouais moi je fais comme ça, et lui il a fait comme ça, c'est intéressant, j'ai découvert un truc. Ben, dans les bouquins c'est pareil, c'est quand même un moment donné dire ah ben tiens cette fonctionnalité d'Elementor je la connaissais pas. Ouais. Voilà. Bon, je parle pas vraiment d'Elementor ou de Divi, il y a juste... Ouais, mais rapidement, mais tu veux dire à un moment donné que... oui, il y avait compare sur compliance, la partie RGPD que tu as vachement développée, il y en a quasiment 10 pages ou 15 pages, 10 pages sur le sujet. Pour avoir déjà paramétrer ce bousin, c'est pas facile, hein, parce que y a des options partout, ça touche au RGPD, donc du coup tu sais jamais trop comment faire ou pas. Voilà. Après il n'y a pas tout dedans en termes de paramétrage et de la gestion du RGPD parce que c'est un truc tellement complexe. Il faudra un livre. Il faudra un bouquin à part entière. Bien sûr. Mais tu dis au moins ça donne des trucs un peu plus avancés que la simple barre en bas, accepter les cookies, au revoir, et qu'un truc qui sert à rien. Donc, disons que c'est pour faire prendre conscience aussi, voilà, aux personnes que tu crées un site, mais il faut qu'il soit, enfin, il faut être un minimum légal, même si t'es pas avocat, tu peux faire une sorte de matrice, après que tu fais, après, c'est bien de le faire réviser par des gens compétents. Parce que, voilà, mais dire aux gens, voilà, tu fais pas un site, tu fais pas ce que tu veux dans ton site, tu mets des mentions légales, tu mets... Non, justement, je dis pas que j'ai rien appris parce qu'il y a des trucs, là j'ai pas d'exemple qui viennent en tête, hein, mais il y a un moment donné, et c'est pour ça que j'aurais dû mettre des post-it à certains endroits pour dire, tiens, il y avait un truc, il faudrait que j'y revienne, etc. Parce que je te dis, il y a toujours un truc, à un moment donné, tu dis, ah oui, c'est vrai que ce truc-là, je suis passé à côté. Quoi. C'est tellement complexe, il y a des outils tellement complexes, etc. que voilà, après, là, je tombe sur la partie migration, d'utiliser WP Import, ou je sais plus lequel c'était. Voilà. Après, chacun a ses outils, ses méthodes, donc c'est pas pour ça que demain je vais passer sur cet outil-là. Mais voilà. Par contre, ce que je veux dire, c'est que, et pour le coup, ça c'est vraiment sincère, c'est que, ça veut pas dire que ce que je dis avant c'est pas sincère, mais c'est que tu sens que c'était fait par une personne qui a fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, qui fait des sites web. Qui a galéré. Non, mais et qui sait, parce que régulièrement, tu vois des trucs qui sont faits par des gens peut-être qui sont des développeurs, par exemple, justement, mais qui ne sont pas des utilisateurs. Ouais. Et c'est une grande différence, c'est que des fois, de se mettre à la place de l'utilisateur, parce qu'on sait les contraintes, on les a vues, parce qu'on les a formées, parce qu'on a des retours, etc. C'est pas la même chose que de dire ouais, mais t'es con, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est tel truc qu'il faut mettre un bout de code et c'est comme ça. Après, s'ils ne comprennent pas, ils sont idiots. Non, c'est pas qu'ils sont idiots, c'est juste qu'ils ne pensent pas comme un développeur, quoi. Et la première chose qu'on apprend quand on fait un site web, c'est que tu t'adresses à des gens qui ont des approches mentales différentes. Donc quand tu appelles ça des personas ou peu importe en marketing, et si tu dis voilà, tes cibles ont des pratiques et des codes, des utilisations, des comportements différents les uns par rapport aux autres, et tu dois, toi, quand tu vends un service, tu dois coller à ça. Quand tu fais un bouquin, c'est pareil. Donc là, c'est clair que tu t'adresses à des gens qui utilisent le web, quoi. Là où la plupart du temps, les autres bouquins, je trouvais que c'était souvent un peu plus fait par des développeurs, plus que par des utilisateurs. Écoute, merci beaucoup Thierry. Est-ce que y a une chance de écouter à nouveau un jour un podcast de Verich? Alors attends, je vais le mettre là à l'écran. Je vais le mettre. Hop. J'aime bien la petite poule. C'est quoi une petite poule? Oui, c'est un poulet. Ouais, c'est le côté French, le coq. Donc voilà. Donc ce petit. Alors c'est avec. Donc c'est toi, Aymat et Grégoire. Finalement, c'est les mêmes, voilà, c'est la même équipe que WP Paris. On a d'autres idées autour de ça et c'est en pleine réflexion. Tu vas le développer, tu vas... Ouais, on voudrait faire des choses différentes en fait, parce qu'on a déjà abordé plein de sujets, voilà, et on voudrait apporter quelque chose d'un peu différent. Et on est en train de finaliser quelque chose et après c'est toujours pareil, ça prend du temps. Le contexte en ce moment est un peu, voilà, on est toujours à droite à gauche, donc. Et oui. De travailler peut-être un peu plus ce qu'on faisait avant de manière complètement improvisée et artisanale. mais voilà, donc ça.
Normalement, à la rentrée, on devrait relancer ça. Une des réflexions, c'est est-ce qu'on peut pas aborder ça de manière un petit peu plus business et dire, Ouais. voilà, on gagne notre vie avec ça, voilà, il n'y a pas de honte à en avoir et maintenant, on va peut-être vous expliquer comment vous gagnez de l'argent avec ça et en tout cas, comment vous structurez et autres. Et je pense que ça, c'est pas inintéressant. Bonne idée, Thierry, bonne idée. Mais écoute, je te remercie pour cette petite entrevue où tu m'as confié pas mal de petites choses. Et puis j'espère te revoir très bientôt, hein, certainement peut-être un prochain WordCamp. Mais merci beaucoup Thierry. Merci Merci à toi. beaucoup. Salut. Salut.